Retour dans la semaine de l'écho, je suis toujours en compagnie de Stanislas de Bensman, qui est entrepreneur et président de Croissance Plus, Emmanuel Morel, député européen du Parti Socialiste, et Robert Rochefort, économiste, eurodéputé et vice-président du MoDem. Alors 2 mois après l'acquisition des activités énergie d'Alstom, General Electric supprime 6500 postes en Europe, dont 765 en France. C'est 20% de ses effectifs globaux. Medji maintient son engagement de créer 1000 emplois nets dans l'Hexagone. Alors ces suppressions de postes sont-elles une surprise ? Que va faire le groupe américain? Quelques réactions et on en débat ensuite. Donc à ce stade, nous refusons de nous mettre dans la logique de savoir si c'est Pierre ou Paul dont on va supprimer l'emploi. De toute façon, ce sera toujours des suppressions d'emplois de trop, mais ça masque quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est quel est le devenir de la filière énergétique en France et en Europe. Le gouvernement français, lui, est comptable et sera comptable, j'en ai discuté avec Emmanuel Macron juste avant de venir ici, de l'engagement qui a été pris par General Electric. Stanislas de Bensman, vous êtes étonné justement de cette suppression de poste? C'est une surprise ou pas? Écoutez, il y a eu une négociation, tout n'a pas été sur la table, donc on ne sait pas ce que le gouvernement et General Electric se sont dit. Ce qui est sûr, c'est que si on a fait cette vente, c'est qu'il y avait des soucis en vue pour Alstom. Donc il est certain que les soucis n'ont pas disparu parce que General Electric est arrivé, même si on voit là que peut-être ça aurait pu être géré différemment. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que voilà, l'économie bouge sans arrêt en ce moment, elle accélère très fort, je le disais à l'instant. Donc, et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait autant de création d'emplois, ou même beaucoup plus de création d'emplois, parce qu'on n'évitera pas d'avoir ces entreprises qui se développent, et puis qui ont des soucis, et puis qui repartent. Donc ça veut dire on licencie d'un côté, mais on embauche de l'autre. En fait, c'est ça l'économie moderne. Si quelqu'un espère qu'on restera stable sur les entreprises qui existent, et puis qu'il y a les créations, ça ne marche pas comme ça. Non, mais le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut effectivement avoir un gouvernement qui fait un pacte avec un contrat d'emploi avec une grande entreprise? Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Je crois que ça, c'est ce que Montebourg avait été... On avait présenté ça comme un grand succès de Montebourg. En fait, ça, c'est un capitalisme de dans le temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, ce qu'a fait General Electric, c'est qu'il s'est engagé justement à créer 1000 emplois nets dans les 3 ans qui suivaient le fameux rachat. L'accord, c'est... On s'engage à créer 1000 emplois nets, mais si jamais on ne les crée pas, on donne une ristourne fiscale à la France. C'est-à-dire que General Electric a la possibilité de ne pas créer ces emplois nets et en contrepartie de donner un chèque à l'État français. Oui, c'est ça l'accord. C'est ce qui s'apprête à faire. C'est ce qui s'apprête évidemment à faire. De ne pas respecter... Mais non, mais parce que vous voyez bien, que ça ne marchait pas. Alors maintenant, revenons au fond du problème. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait trouver une solution européenne. Parce que je pense que quand un groupe comme Alstom est en difficulté, et quand il y a besoin peut-être de répartir les activités dans différentes entreprises... Vous auriez préféré Siemens plutôt que General Electric, absolument, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. On ne va pas refaire... Attendez. En particulier parce que vous voyez bien que les leaders, les patrons de General Electric aux États-Unis, excusez-moi de vous le dire, ils n'en ont pas grand-chose à faire du gouvernement français. Ils en ont éventuellement à faire de l'ensemble de l'entité européenne. On le voit avec Google, par exemple, quand on discute, nous, en Europe, avec Google, ils nous entendent. Quand c'est la France seule qui discute avec Google, Google s'en fout. Donc voilà, donc c'était une erreur. Et de croire que cet accord-là... Alors, peut-être que General Electric va créer 1000 emplois ailleurs. Vous savez, General Electric, c'est une nébuleuse. Donc peut-être demain, ils vont faire, je ne sais pas très bien, des poubelles en plastique et ils vont créer les emplois là-dedans. Mais vous voyez bien que ce sera surréaliste. Ça n'aura aucun rapport avec la question de la restructuration de la filière dans laquelle la question s'est posée, pour laquelle je crois. C'est fini. Les socialistes croient qu'on peut comme ça décider sur un bout de papier de combien d'emplois on crée ou qu'on ne crée pas. Et ce n'est pas ça l'économie d'aujourd'hui. Emmanuel Morel, c'est vrai que Stéphane Le Foll l'a dit. Hein, on va veiller à ce que GE respecte ses engagements. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne les respecte pas. Et ils s'apprêtent à ne pas les respecter. Donc depuis le début, vous ne croyez pas qu'il ne respecte vous non plus? C'est-à-dire, moi je pense qu'on a fait une erreur. Mais c'est pas seulement le gouvernement, c'est quand le PDG d'Alstom de l'époque, enfin toujours le même, Cron, dit si c'est Siemens, ça va être un bain de sang social, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Résultat, on se retrouve avec le bain de sang social. Lui, il s'en sort bien parce qu'il a 4 millions d'actions qui lui tombent dans les poches. Mais le vrai problème quand même, hein, outre le fait qu'il y a un léger souci, c'est que c'est les contribuables qui ont payé le renflouement d'Alstom. Parce que je rappelle quand même que dans le quinquennat précédent, on avait mis de l'argent pour renflouer cette entreprise qui était en difficulté. Pourquoi on en est là? C'est parce que les Américains demandent un taux de rentabilité de 16% et ne se contentent pas d'un taux de rentabilité financière à un chiffre. Le vrai problème, il est là. Et moi, je ne crois pas en leurs promesses. Et je pense que le gouvernement français et tous les Français doivent soutenir les salariés
pour dénoncer ce comportement absolument scandaleux. En même temps, comme Stanislas de Bensplass le disait, il y avait un problème avec Alstom très important. Donc, déjà, Alstom n'était pas viable. Donc, on ne peut pas dire qu'Alstom n'était pas viable. Alstom, c'est une grande entreprise. Là où je rejoins totalement M. Rochefort, c'est que je pense que là-dessus, on aurait dû faire un pari européen. On est passé complètement à côté et c'est Jeffrey Immelt a dit que la France serait la deuxième maison du groupe. Finalement, la France n'en sort pas si mal, puisque c'est seulement 10% de ses effectifs. Ça sera pire, d'après ce que j'ai lu, en Suisse. Ça sera pire en Allemagne. En Allemagne également. En Allemagne aussi. Et d'ailleurs, ceux qui nous expliquent que c'est une histoire de compétitivité, on nous dit que l'Allemagne est beaucoup plus compétitive, ça ne les empêche pas de licencier massivement. Dernière chose, on nous avait dit, quand il y a eu le mariage avec General Electric, qu'il n'y avait pas de doublons. Qu'il n'y avait pas de doublons, que c'est pour ça que c'était préférable à Siemens. Résultat, l'argument qu'ils ont avancé hier, c'était qu'il y avait tellement de doublons. Doublons et activité, ralentissement de l'activité. Donc il y a un problème également avec le ralentissement de l'activité. Non, mais là, on est quand même dans l'incarnation de la logique folle du capitalisme financier d'aujourd'hui. C'est quand même ça la question. Et si on ne met pas des règles à un moment, on sera toujours confronté à ce genre de situation. Stanislas de Bensmann. Avec des politiques qui se prennent les pieds dans le tapis, en l'occurrence. Mais je crois qu'une économie, on n'évitera pas qu'il y ait des entreprises qui aillent bien et qui embauchent massivement. Des plans de recrutement qui sont annoncés dans les journaux de ces dernières semaines. On voit des entreprises qui embauchent des milliers de salariés. Et vous n'éviterez pas que dans d'autres secteurs, en l'occurrence Alstom en difficulté, ait besoin mais vous niez qu'il y a un problème par rapport aux exigences folles de rentabilité. Mais c'est un des problèmes principaux aujourd'hui. Vous voyez bien. C'est un slogan. Les exigences. Non, c'est pas un slogan. La rentabilité, on peut l'avoir en construisant des géants. Regardez aujourd'hui, les États-Unis sont devenus les géants du numérique, du logiciel, des plateformes, de tout ça, avec des taux de rentabilité considérables. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'ils soutiennent leur industrie et leur entreprise. Et il faudrait qu'en Europe, nous soutenions, nous créions aussi des grandes entreprises, des champions. Et à ce moment-là, la commissaire à la concurrence en Europe, je ne suis pas tout à fait d'accord. Madame Vestager, j'espère qu'on réussira à la convaincre. Et en tout cas, elle fait un travail extrêmement positif, bien meilleur que son prédécesseur, M. Almunia, sur le fait de s'attaquer à Google, s'attaquer à la mauvaise concurrence. D'accord, mais vous parliez de champion européen, Robert Rochefort. Il y a aussi un autre problème. Le problème, c'est que les champions américains dont vous parlez, ils ne payent pas leurs impôts, parce que c'est les champions de l'optimisation fiscale, notamment en Europe. Donc ça, c'est aussi un grand souci. Et en France, ils sont aidés par l'État américain, complexe militaro-industriel. Ça, c'est un sujet. Et au lieu de s'occuper de tout et de vouloir tout régler, occupons-nous au moins que la puissance publique au moins se fasse payer ses impôts. On voit l'État partout. C'est le point sur lequel je trouve l'Europe actuellement fait quelque chose. Je ne suis pas très optimiste sur beaucoup de sujets par rapport à l'Europe, mais sur celui-là, je dois dire que heureusement ça bouge. Enfin, ça bouge au Parlement, ça bouge un peu à la Commission. On a quand même un gros souci, c'est au Conseil, parce qu'il y a des États comme l'Irlande ou le Luxembourg qui n'ont absolument pas intérêt à ce qu'il y ait une harmonisation fiscale et la lutte contre les paradis fiscaux. C'est la même chose sur l'industrie. Il faut avoir justement des industries européennes qui soient concordantes, qui se mettent d'accord. Et on a bien vu que pour le moment, à chaque fois qu'il y a eu une fusion, il n'y avait pas de préférence européenne. Il y a aussi la de la dématérialisation des chiffres d'affaires. Et donc, il y a une nouvelle façon de penser l'impôt. Et ça doit être un travail effectivement de fond. Absolument. Et c'est intolérable de voir qu'on est incapable de bouger. Et je le répète, l'État doit s'occuper de ce genre de choses. C'est exactement sa fonction. On s'en occupe, mais enfin, on est quand même confronté, à la puissance des multinationales qui font tout pour échapper à l'impôt et qui ont d'ailleurs des cabinets de conseil qui les aident en ce sens. Et puis à certains États qui ne jouent pas le jeu. Et c'est tout le problème de l'Europe, c'est qu'à la fois on nous demande une harmonisation des règles budgétaires et monétaires par définition, mais par contre, sur tout ce qui est social et fiscal, c'est la concurrence. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe est en panne aussi. Parce que c'est pas que l'optimisation fiscale, c'est quand vous avez une nouvelle façon de dématérialiser votre chiffre d'affaires, on ne sait plus reconnaître le revenu, donc on ne sait plus taxer. Mais c'est pour ça qu'il faut le reporting pays par pays, et ça c'est faisable, on l'a fait pour les banques. C'est pas l'optimisation fiscale, c'est une nouvelle façon de faire du chiffre d'affaires. Donc occupons-nous du sujet. On peut quand même avancer sur ces sujets. Bien sûr. On peut avancer sur ces sujets-là si on veut garder un petit peu... de grandes marges de progrès. Ok, on va garder un peu d'espoir sur cette politique européenne. En tout cas, pour Alstom, c'est trop tard. Donc on verra. À suivre, en tout cas, affaire à suivre, comme on dit. Alors on va dire un mot tout de même sur David Bowie, qui est mort dimanche dernier à l'âge de 69 ans. Alors un immense artiste, bien sûr, mais aussi un visionnaire sur le monde de la musique. Il a donné une interview à la BBC il y a 15 ans. Et déjà à l'époque, il décrivait la future fragmentation de l'industrie de la musique, les changements dans les rapports entre l'artiste et son audience provoqués par l'Internet. Il avait aussi créé le Bowie Bond, une obligation Bowie qui lui avait permis de lever des fonds pour financer ses créations. Alors ça c'est mal terminé, Robert Rochefort, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Oui, parce qu'ils ont fini par être cotés comme junk bonds, comme bons spéculatifs. Mais enfin bon, ça a permis en tout cas à Bowie... pendant certaines années, ça a bien
justement permis aux albums de sortir. Surtout, il a pu émettre ses obligations. Retenons de Bowie que c'est surtout un grand artiste pour ce qui est des fonds spéculatifs et de la bourse. Je suis pas sûr il y a une chose sur laquelle je suis en désaccord avec ce qu'il a dit, c'est qu'il avait fait dans ses prédictions, il avait annoncé la fin des droits d'auteur. Il avait dit dans le monde actuel, il n'y aura plus de droits d'auteur dans 15 ans. Et ça, en tout cas au Parlement européen, et j'espère qu'on est sur la même position, évidemment, on se bat pour défendre les droits d'auteur parce qu'il n'y a pas de création sans droits d'auteur. Alors Bowie a été... Alors c'était peut-être bien d'agiter le chiffon rouge à l'époque. En tout cas, c'est bien de nous avoir alertés sur ce point à temps. Mais si on regarde le marché chinois, les droits d'auteur, c'est très très compliqué. Donc c'est quand même une tendance, en tout cas mais il faut qu'on se batte pour les garder, les droits d'auteur. Il y a une tendance de fond, non mais Stanislas de Bensman a raison. On n'est pas obligé de s'aligner sur la Chine surtout, parce que franchement, non, mais en tous les cas, on a un modèle social européen qu'on cherche à défendre, et les droits d'auteur s'en fait partie. C'est un marché. S'il n'y a plus de droits d'auteur en Chine, il y a déjà plus de droits d'auteur sur un tiers de l'humanité. Donc, on n'est pas obligé de considérer que cette évolution est inéluctable. Non, au contraire même. Mais la Commission, justement, a défendu les droits d'auteur. Oui, la Commission, oui. Enfin, c'est un combat que nous avons actuellement. Il faut bien le dire. C'est un combat. Il n'est pas encore emporté. Mais il est mené, c'est l'essentiel. Il est mené, c'est l'essentiel. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se fait un petit plaisir, terminer l'émission avec quelques secondes de Bowie. Et moi, j'ai choisi Absolute Beginners. Ah bah oui, ça c'est bien ça. Nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. Reporter. Le modèle économique sud-africain aurait-il atteint ses limites ? Excessivement minier et carboné, le pays est le premier pollueur du continent. Les populations pauvres en sont les premières victimes. Depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud avait pourtant fait des pas de géant en matière d'environnement. Mais entre les promesses pour protéger la planète et la nécessité de se développer, les Sud-Africains doivent choisir. En attendant, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une plus grande justice climatique. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.